On a été très nombreux comme aujourd'hui, aussi nombreux qu'aujourd'hui, pendant ces 4 jours d'amphi d'été, en plein cagnard, avec des salles qui étaient trop petites pour l'affluence, avec souvent, on était forcés de tenir nos ateliers, nos conférences dehors, sous le soleil, et ça ne nous a pas empêché d'être très très nombreux à assister de façon attentive, de façon sérieuse. On a bien bossé, on a bien travaillé pendant ces 4 jours. C'est important pas pour nous-mêmes parce qu'on a regardé à l'extérieur et tout ce qu'on a fait comme travail ces 4 jours, ça va nous servir vers l'extérieur dès lundi, dès la rentrée. Ça va nous servir pour assumer notre responsabilité de première force d'opposition. Ça va nous servir pour expliquer comment on ferait nous si on gouvernait, quand on gouvernera, pour expliquer quelles sont nos propositions, pour relayer la parole et le super boulot que font nos 17 députés à l'Assemblée nationale, on peut les applaudir. Donc pendant ces 4 jours, on s'est outillé pour expliquer pourquoi il ne faut pas baisser les APL de 5 €, pour vulgariser pourquoi c'est un danger ce qu'on nous prépare avec la loi travail, pour être la première force d'opposition. Mais on va faire plus que ça. Avec la France Insoumise, on a la possibilité de faire plus que ça. On va aller chercher toutes celles et ceux qui n'étaient pas là pendant les amphis d'été. On va aller toutes celles et ceux qui n'ont pas voté, qui disent que la politique ça ne sert plus à rien, les plus éloignés de la politique. On va aller les chercher. Et comment on va aller les chercher? On ne va pas aller les chercher avec nos drapeaux, avec nos grands discours, avec nos étiquettes, en leur demandant d'adhérer à une telle ou telle chapelle. Non, non. On va aller les chercher en étant utile, en étant la force qui est utile. On va aller les voir, on va aller chercher leur colère quotidienne, leur colère concrète de leur vie quotidienne, et on va leur donner un coup de main. Une fois, ce sera l'ascenseur qui est en panne depuis 3 mois, et puis des gens qui sont bloqués chez eux, qui ne peuvent pas descendre parce qu'il y a 12 étages aller-retour. Là, on va les aider à s'organiser, pourquoi pas aller bloquer en groupe à 10 l'ascenseur du bailleur pour demander au bailleur de réparer l'ascenseur. Un autre endroit, ça va être les ordures qui ne sont pas ramassées depuis des semaines, parce qu'on est dans un quartier populaire, isolé, et qu'on considère que c'est pas important le service public de ramassage des ordures chez les pauvres. Là, on va les aider, pourquoi pas, et puis les aider, pourquoi pas, à aller déverser des ordures devant la mairie pour demander à ce que la mairie ramasse les ordures. Des fois, le service public, quand le service public sera défaillant, eh ben, des fois, on va aider les gens à faire eux-mêmes. On va être la force qui propose, qui met en œuvre l'alternative de façon concrète et pas uniquement dans les grands discours. On va organiser par exemple, tout ça c'est des exemples, mais des cantines populaires avec les produits invendus des supermarchés. Quand des gens, face à la galère de logement, les milliers de mal logés et le manque de logement social, eh bien quand il y aura des bâtiments vides, pourquoi pas aller réquisitionner ce bâtiment et loger concrètement des gens. Alors c'est bizarre de faire ça, vous allez vous dire, pour un mouvement politique. C'est vrai que c'est pas au PS ou dans les partis traditionnels du vieux monde qu'on fait ce genre de choses. Et puis certains pourraient se demander, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on milite dans un parti politique. Sauf que si, parce que là on s'attaque en faisant ça à un adversaire qui est plus gros que Macron. Cet adversaire plus gros que Macron, ça s'appelle la résignation. La résignation, c'est ce sentiment que, eh bien, vous pouvez rien faire parce que les choses sont comme ça et puis que ça sert à rien en fait d'aller manifester ou ça sert à rien de voter pour la France Insoumise parce que les choses elles sont comme ça, c'est la vie. Et puis ça changera pas et puis il faut se serrer la ceinture et puis BFM TV, etc. Enfin, vous savez le discours ambiant. Et quand on fait ce jeu, pas tous, hein, bien sûr, hein, BFM. Salut BFM. Voilà, je parlais des éditorialistes là du matin. Et donc dans ce cas-là, on s'attaque à cet adversaire qui est la résignation. Quand vous faites ce genre d'action, quand vous vous rendez compte qu'à 10, ben, vous arrivez à faire en sorte que l'ascenseur il soit réparé alors qu'il n'était pas depuis des semaines, et hop, vous vous organisez, et puis en 2 jours, l'ascenseur il est réparé. Dans ce cas-là, vous vous dites, mais à 10, je peux faire ça. Mais à 100, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire encore mieux.
Et puis à 7 millions, qu'est-ce que je pourrais faire? Et si la France insoumise elle prend le pouvoir, vous imaginez ce qu'on pourrait faire? Et là, ça devient possible. Voilà, donc, soyons la force d'opposition et soyons la force de l'alternative, la force qui est utile au quotidien des gens. Maintenant, bon, vous êtes venus pour l'écouter lui, hein. Donc je vais laisser la parole à celui que vous attendez tous et toutes, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vais tenir le micro à la main. Ah, ça parle là. Et vous n'avez pas amené les ombrelles? Eh, c'est Marseille ici, oh! Bon, il y a les casquettes. Merci à vous tous. Au nom du peuple de Marseille qui m'a fait l'immense honneur de m'élire comme député de la nation, bienvenue à tous ceux qui viennent de tout le pays. Que ce jour et cet instant soient un moment inspiré pour vous tous, jeunes gens et vous autres. Il y a 70 ans, jour pour jour, la ville de Marseille achevait sa libération et chassait les troupes de la Wehrmacht alors qu'elle était placée sous le feu meurtrier des canons de la Kriegsmarine qui détruisirent une partie de la ville. Souvenez-vous qu'à ce moment, 1500 tabors et goumiers marocains et algériens venus de toute l'Afrique ont assuré la libération de la patrie. Et dès lors, Marseille, qui ruisselle de soleil, tient par la main ses cousines corses et sardes. Mais quand elle regarde, en tutoyant Syracuse ou Barcelone des jours heureux comme du malheur, elle regarde vers Alger, Tunis et Tanger en pensant que c'est son horizon de liberté. Mais tout cela n'a été possible que qu'à partir du 15 août, à l'appel de la CGT clandestine, des FFI et des organisations de résistance communistes, socialistes et des gens qui n'avaient aucun parti ni étiquette, mais qui se battaient pour la liberté, 20 000 Marseillaises et Marseillais ont déferlé contre l'occupant au prix du sang et des larmes. Alors vous autres qui me voyez et m'écoutez à cet instant, et je veux remercier les chaînes de télévision qui retransmettent mon discours, bien sûr BFM, LCI, oui, mais il faut savoir dire merci, les amis. C'est parce qu'on est capable de dire merci que quand on dit non, ça a plus de valeur. C'est bon, faut pas en rajouter non plus, hein. Eh bien, vous autres qui m'écoutez, si vos grands-mères et vos grands-pères ont été capables de cet héroïsme, alors vous autres qui vivez en liberté, vous ne seriez pas capables de briser les chaînes de l'argent qui vous enserrent dans les misères et les abandons? Ces chaînes sont dans vos têtes. Elle s'appelle la résignation. Il n'y a aucune raison pour que cela continue. Patrie, peuple, écoutez le message. Notre société est en train de basculer sous les coups du capital dans un ordre des choses et une organisation sociale qui tourne le dos à ce que le Conseil national de la résistance et toutes les luttes de nos anciens ont forgé pour nous libérer. Qu'à mon appel à celui des insoumises et des insoumis qui sont là, le 23 septembre prochain,
Il faut que le peuple déferle à Paris contre le coup d'État social, contre le coup d'État antidémocratique qui s'organise contre lui. Assez de bavardage, assez de discussions, plus d'action. Ne compte que celui ou celle qui marche devant et entraîne les autres. C'est votre tâche à vous autres, les insoumis. Pas de blabla, du combat. Nous venons de passer 3 jours sous le soleil et sous le soleil de l'esprit. C'était nos universités d'été. Nous sommes venus modestement à 3000 apprendre auprès de ceux qui savent mieux que nous et nous enseignent ce que nous devons savoir pour mieux comprendre notre temps et les tâches qui en résultent pour des esprits libres et des consciences engagées comme celles que nous sommes. Et puis il y a eu aussi cette fabuleuse mise en jambe hier soir où nous avons déambulé dans Marseille. Et puis il y a ce rassemblement avec tout ce courage des gens qui sont là à cuire sous le soleil, mais pour manifester leur inflexible volonté de mobilisation, qu'ils sont beaux, ces moments de fraternité humaine, d'encouragement collectif que la force donne à la force et la croît sans cesse. Nous ne sommes pas, nous, prostrés dans les ratiocinations, à nous disputer les uns avec les autres les maigres os qui restent après le festin des puissants. Non, nous avons réglé tous les problèmes qui vont occuper pour des mois encore tous les autres. Le problème du leadership est réglé. Et s'il y avait, à une occasion ou une autre, quelque événement qui vienne en changer les données, depuis que vous avez vu les 17 parlementaires, vous avez compris que derrière eux, plusieurs centaines et partout étaient disponibles et que le mythe d'après lequel je serais un homme seul, quoique entouré de 7 millions de voix, est seulement un mythe pour essayer de vous dire que vous n'êtes rien. Mais non, vous êtes tout, figurez-vous, et les autres vont s'en rendre compte. Nous avons réglé donc les problèmes d'ego qui existent partout ailleurs, sauf chez nous. Nous avons réglé le problème du programme et nous avons demandé au peuple ce qu'il en pensait et sa réponse a été 7 millions de oui et 17 députés. Nous avons réglé le problème de la stratégie. C'est simple, nous ne nous occupons pas de rassembler des étiquettes. Nous voulons fédérer le peuple et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, nous nous jetons tout entier dans l'action au service du peuple et non pas au service de notre mouvement. Pour que tout ça ait été possible, il aura fallu... Où est passé le compteur? C'est la surprise sans arrêt, je ne le vois pas. Ah, très bien. Il faut que je fasse attention. Hein. Pour que tout ça ait été possible, il me faut d'abord remercier les centaines de bénévoles qui se sont dévoués. Et comme je ne peux les citer tous, je vais citer, pour les honorer, notre premier de cordée, Manuel Bompard, le directeur des campagnes du mouvement La France Insoumise, qui du haut de ses 31 ans a montré qu'il était capable d'assurer la conduite ordonnée de la masse immense que nous sommes, non pas pour faire tracer je ne sais quel chemin, mais pour l'ouvrir, pour organiser les conditions dans lesquelles nous nous battons, car nous ne sommes pas une horde, ni une foule. Nous sommes un peuple conscient, discipliné, éduqué, économisant ses forces au moment où il le faut pour pouvoir les libérer à d'autres. Et aussi, mon hommage va à Colline Maigre, qui, avec ses 25 petites années, a conduit toute l'opération de préparation de ces universités et les caravanes de cet été. Salut à vous tous, qui encore à cette heure occupez des tâches humbles et modestes comme garder des rues, porter des choses. C'est ça notre force. Ce ne sont que des bénévoles. Et cela vous explique pourquoi
nous avons dépensé en 18 mois de campagne présidentielle moins que d'autres qui ont dépensé plus en 3 mois pour obtenir 3 fois moins de voix que nous. Mais je veux aussi remercier les services publics qui nous ont aidés. D'abord, la commune et la mairie de Marseille, dont on connaît la distance idéologique qui nous sépare, mais que nous voulons saluer de manière républicaine parce que notre travail a été facilité grâce au bon état d'esprit et à la coopération non seulement des élus, mais des services et des employés des services publics. Merci aussi à la police qui a assuré notre protection pendant nos travaux. Oui, je salue les services publics parce que, voyez-vous, il faut le faire. Cet été, notre rivage, vous l'avez vu, a été dévoré par les incendies. Et bien sûr, on connaît la cause générale qui semble favoriser ces événements extrêmes. Ce serait le réchauffement climatique, et on a des raisons de le penser, puisqu'on l'observe partout, et parce que la date d'entrée en dette à l'égard de la nature s'est avancée au 2 août, et chaque année, elle avance, si bien qu'à partir de ce jour, nous prenons plus à la planète qu'elle n'est capable de reconstituer. Nous sommes donc en droit de penser qu'il y a une conséquence. Mais regardez bien les gens, la conséquence est d'autant plus grande que le danger vient rencontrer les politiques de destruction des services publics. Comment peut-on imaginer que tant d'hommes et de femmes venus de toute la région et du reste de la France pour juguler les incendies aient su que dans les mois précédents, 2000 centres de secours ont été fermés, que les investissements pour les services de sécurité et d'incendie se sont réduits du quart et qu'il y a 5000 pompiers de moins. Donc, quand les événements extrêmes qui résultent de l'organisation productiviste et capitaliste de la société rencontrent les dénûments des services publics qui résultent de la politique capitaliste dans la société, alors la catastrophe est assurée. Qu'on s'en souvienne, que les libéraux s'en souviennent. Oui, c'est vrai, chacun pour soi, on peut aller plus vite, mais ce n'est que tout ensemble qu'on va plus loin et plus sûrement dans la fraternité et la solidarité des êtres humains qui s'entraident entre eux en organisant une relation harmonieuse à la nature. Mes amis, c'est l'ère de la grande attention qui doit commencer sur ce sujet. Le ministre Nicolas Hulot a dit qu'il organiserait un plan de sortie des hydrocarbures pour les 40 années qui viennent. Nous allons l'observer avec intérêt et chaque fois qu'il le faudra, nous aiderons, car nous n'avons pas d'a priori dans ce domaine. Nous ne regardons pas qui fait ou qui dit, nous regardons ce qui se fait ou ce qui se dit. C'est bien pourquoi nous sommes si exigeants et que nous n'accepterons pas qu'on nous berce et qu'on nous berne une fois de plus. Et j'ai envie de dire que s'il a pris cet engagement, c'est la bonne direction et que nous nous chargerons le moment venu d'en accélérer le rythme, car c'est le recours aux énergies carbonées qui crée cet excès de gaz de serre qui provoque le réchauffement et le changement climatique. Ce n'est donc pas une manie, c'est une nécessité absolue. Il faut sortir des énergies carbonées car nous disposons de tous les moyens, je dis bien de tous les moyens, de pourvoir à la production abondante d'énergie tout en renonçant aux moyens absurdes qui y ont concouru jusqu'à présent. C'est le moment de dire que si réellement le gouvernement compte fermer 17 centrales nucléaires ou 17 réacteurs, je ne me souviens plus s'il s'agit de centrales ou de réacteurs. Comme je vous avais dit que dans les 5 ans qui viennent, cela fait partie des problèmes qui vont se poser, fermer ces réacteurs parce qu'ils arrivent en fin de vie de 40 ans. Et que j'avais dit, il faut s'y prendre dès maintenant pour y faire face. S'ils le font, eh bien nous serons contents. Et nous applaudirons et nous aiderons à la manœuvre. Mais encore une fois, attention, dire qu'on va fermer 17 réacteurs et rester à regarder la bouche ouverte, sans donner un franc, un euro de plus à la recherche fondamentale dont nous avons besoin pour savoir quoi faire des déchets nucléaires empilés qui continuent à être une menace pour les 20 000 prochaines années qui viennent. Ce n'est pas sérieux. Comme n'est pas sérieux de dire qu'on va le faire et en même temps de déchaîner à Bure
la violence contre les écologistes qui veulent en finir avec ces poubelles nucléaires. J'adresse en votre nom un salut amical à Robin, qui a été gravement blessé dans la répression du rassemblement de Bure auquel nous participons chaque année. Je m'adresse aux forces de police, à leurs syndicats. Je leur dis, s'il vous plaît, nous savons que beaucoup d'argent est en train de se déployer pour vous donner des moyens matériels de procéder à des répressions. Nous comprenons les tâches qui sont celles de l'ordre public, mais nous croyons à une police gardien de la paix, pas une police de combat contre le peuple. Et vous autres, les policiers républicains, intervenez pour que cessent les méthodes absurdes mises en place par le ministre Cazeneuve, qui consistent à enserrer dans des nasses les manifestants pour ensuite leur jeter des gaz lacrymogènes en quantité et des grenades offensives. Non, ce n'est pas ça, le maintien de l'ordre public républicain. Le peuple n'est pas l'ennemi, il est le pouvoir, et il faut s'en souvenir. Mes amis, aujourd'hui, nous ne faisons pas notre rentrée. Non. Pour la raison que nous ne sommes jamais sortis. Et que voulez-vous? Il y a eu la présidentielle, et puis il y a eu les élections législatives, et puis il y a eu la session extraordinaire, et en même temps, les amis ont organisé dans tout le pays, et jusqu'au jour dernier, ces caravanes insoumises qui allaient d'un quartier à l'autre, pas sur les plages, mais dans les quartiers, parler avec tous les braves gens et leur montrer quels droits sociaux ils ont, de manière à ce qu'ils puissent les récupérer, car souvent ils ne le savent pas, et c'est par milliards que se chiffrent les sommes qui ne sont pas réclamées et qui sont dues aux braves gens pour qui ce sont souvent des sommes qui permettent la survie, surtout quand arrive la pluie des mauvaises nouvelles que vous avez entendues. Et comme ils sont nombreux, ceux qui croient qu'à la rentrée, ils ne trouveront pas leurs feuilles d'impôt pour les taxes d'habitation, alors qu'ils vont les trouver, alors qu'ils vont voir la CSG augmenter, alors qu'ils vont voir les APL diminuer. Si bien que c'est notre devoir à tous ceux qui le peuvent d'aller à la rencontre de ceux qui, eux, ne savent pas ou qui ont besoin d'être aidés. Et si le mouvement doit être quelque chose, il doit d'abord être un mouvement d'entraide et de solidarité concrète, active, présente. Mais voyez-vous, quand on regarde ce pays et que l'on ouvre les journaux pour y apprendre ce que donnent les étranges enquêtes d'opinion, on a peine à croire que l'élection présidentielle a eu lieu il y a seulement 4 mois. On a l'impression qu'on est revenu dans cette ambiance glauque qui était celle du quinquennat précédent. Si bien que le pays tout entier sent qu'il n'a pas été entendu. Et le président de la République a fait une grave erreur d'appréciation. Il a cru qu'il suffisait de déchaîner contre nous des campagnes absurdes de fin de campagne pour ensuite s'assurer un deuxième tour confortable avec quelqu'un qui ne sert strictement à rien qu'à passer les plats aux puissants, pour, à la faveur des circonstances, être élu et qu'aussitôt le peuple entier l'acclamerait. C'est pourquoi on l'a vu courir d'un endroit à l'autre, Macron au ski, Macron à la plage, Macron dans un sous-marin, Macron dans un avion, on ne l'a pas vu déguisé en pompier, mais ça viendra, et ainsi de suite. Mais non, il n'a rien compris. Le peuple français ne lui a pas donné les pleins pouvoirs. Le peuple français s'est débarrassé de ceux dont il ne voulait pas, en fonction de ce que les institutions lui permettaient de faire. Il a donc balayé le parti de M. Sarkozy. Il a balayé le parti de M. Hollande. Et il a balayé le Front National au deuxième tour. Et à la fin, il restait le chenille, comme on dit dans le Jura. C'était lui. Mais il s'est trompé. Il n'est que le reste. Il n'est pas le point d'appui. Il doit le comprendre. Le peuple français n'en a pas après des personnes, il n'en a pas après des étiquettes. Il ne veut plus de la politique libérale qui abandonne les gens à la sauvagerie de la compétition de chacun contre tous. Voilà ce dont il ne veut plus.
Le peuple français en a assez du productivisme ridicule qui consiste à inonder les marchés de marchandises inutiles, tandis que des millions de pauvres gens pâtissent de ne pas avoir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de pouvoir avoir nos enfants bien éduqués, d'avoir des services de santé qui fonctionnent, d'avoir nos anciens respectés quand ils sont accueillis et non pas maltraités. Voilà! Voilà de quoi nous voulons parler. Il s'est trompé. Et maintenant, je vous le dis, la vague dégagiste qui est passée sur le pays va reprendre et s'amplifier. Elle a rendez-vous le 23 septembre. Tous ceux qui le peuvent doivent venir participer à cet événement important dont je vous dirai ensuite quelle place particulière il va occuper dans le déroulement de nos combats. Mais c'est le moment de venir, les gens, c'est le moment d'exprimer, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, d'exprimer dans la démocratie de la rue la leçon des élections que vous portiez avec vos bulletins de vote et avec vos abstentions aussi. Alors, on a distrait les gens avec une loi qui changeait de nom. Au début, c'était moralisation. Bon, ça ne le faisait pas compte tenu du niveau moyen. Alors, ça s'est appelé, je ne sais pas quoi, de restauration de la confiance publique, blablabla. Et nous voilà pendant des heures à bavarder pour prendre des mesurettes qui ne sont pas à la moitié de ce qui avait été annoncé par la République En Marche et le président de la République, quelque chose qui aurait dû occuper juste une discussion de règlement de l'Assemblée, pour faire croire au peuple que les turpitudes de M. Fillon, supposé, avec ses costumes ou ses emplois et d'autres débordements que tout le monde avait vus et juge insupportables, que c'était ça, la cause principale du sentiment d'immoralité régnante que vous ressentez tous. Mais non, mais non, mais non. Ce n'est pas une question d'emploi familial qui se pose dans ce pays. Si vous voulez montrer du doigt des corrompus, commencez par châtier les corrupteurs. Commencez par montrer l'exemple, y compris quand vous prétendez lutter contre le terrorisme. Demandez des comptes à la Fargue qui a financé les réseaux de Daesh. Demandez des comptes aux dirigeants qui sont dans ce pays. Demandez des comptes aux escrocs du fisc. Pourquoi tout le temps avez-vous peur du peuple? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de la libération de cette ville ou de l'appel à la lutte contre les chaînes de l'argent, la solution, c'est le peuple. Ce n'est pas le problème, c'est la solution. Et regardez bien, ne croyez-vous pas qu'on aurait fait une vraie loi de moralisation sociale si on avait donné au peuple la possibilité de convoquer des référendums révocatoires pour virer les élus dont ils ne sont pas contents? Ne croyez-vous pas que nous aurions le sentiment de vivre dans une société plus morale si on interdisait qu'il y ait un écart plus grand de revenus de 1 à 20 dans les entreprises, au lieu de voir les uns négocier leur pauvre vie et la gratter d'heure en heure de travail en se faisant raboter sur tout, tandis que les autres se gobergent et se gavent, ne sachant plus que faire de cette pluie d'argent que fait tomber sur eux le système politique dominant. Oui, c'est ça, la véritable morale publique. C'est celle qui interdit que l'inégalité ait tous les droits et que les puissants les aient tous, en se moquant en plus du peuple, en lui jetant en pâture de fausses victimes, des boucs émissaires et des raisons de s'entre-détester. Ce que nous voulons, c'est ce changement profond où nous aurons récupéré la domination politique, démocratique, populaire, par la Constituante et la 6e République. Voilà la solution à l'immoralité actuelle. Les tricheurs du fisc, quels qu'ils soient, ne doivent pas pouvoir en France exercer quelque responsabilité que ce soit, ni en politique, ni dans le domaine social, car ne nous supportons pas les chefs d'entreprise qui couvrent, je parle de celle du CAC 40, des opérations malhonnêtes qui sont en réalité des actions contre la citoyenneté, contre le pays. Ceux qui volent le fisc volent le peuple et trahissent la patrie. Je vous ai parlé d'un coup d'État social.
Et des fois, on me dit, mais est-ce que la formule n'est pas exagérée? Des fois, on me dit, est-ce qu'elle n'est pas trop violente? Je serai le violent parce que, Marseillais que je suis, je parle fort et avec les mains. Et c'est bien connu. Les autres sont de doux agneaux, tandis que moi, non. Le mot n'est pas exagéré. Les autres, Sarkozy, Hollande, ont débroussaillé le chemin du capital et de l'abus de pouvoir de la finance. Mais là, Macron, instantanément, il a voulu vous mettre le coup de grâce. Mais beaucoup de gens n'ont rien compris. Rien. Ils n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'entendre, parce que le débat a eu lieu en juillet, qu'on avait déjà eu la tête comme une calebasse toute l'année avec les élections. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Quand bien même nous avons appelé à des rassemblements le 5 juillet, le 12 juillet, que nous avons mené la bataille dans l'hémicycle. Vous l'avez vu. Eh bien, ils n'ont pas vu cette chose incroyable qui s'est produite. En quelques nuits, tout le code du travail a été détricoté. Autrefois, en France, du fait de nos luttes, il y avait la loi. Il pouvait y avoir, par négociation, des arrangements avec la loi. Bien sûr, ils nous disent, mais le dialogue social n'en vous a pas attendu. Mon camarade Adrien Quatennens a bien eu raison de dire que ce dont il parle, c'est pas du dialogue, c'est de la foutaise. Mais les tout-puissants, quand ils vous accordent un moment pour bavarder avec vous, eh bien, estiment que la discussion a eu lieu, du moment que c'est eux qui ont raison à la fin. Et c'est ce qu'ils ont organisé. Dans le pays, on avait le droit de renégocier dans l'entreprise le contenu de la loi. On avait le droit, dans les conventions collectives, de changer le contenu de la loi. Mais à une condition essentielle, c'est que la négociation devait donner un résultat meilleur que la loi pour les salariés. Ça s'appelle le principe de faveur. Et ce n'est pas rien, mes amis. Cela voulait dire que la loi protégeait tout le monde. Souvent, par la loi, on étendait les bénéfices d'une convention collective à tous les travailleurs. C'est la raison pour laquelle 90% des salariés français sont couverts par une convention collective, tandis que dans les pays de l'Europe du Nord, où ce sont les syndicats d'ouvriers et les syndicats de patrons qui négocient, la proportion est bien plus faible. Il y a des pays où il y en a à peine 20% qui sont couverts par des conventions collectives. Tout ça, mes amis, c'est technique. Je comprends que c'est dur à comprendre. Mais il faut que tout le monde le comprenne. La République est une république sociale en France du fait de nos luttes et tout repose sur ce bouquin qui s'appelle le Code du travail. C'est eux qui ont rajouté des pages et des pages et des pages pour avoir des exemptions. C'est donc un coup d'État qui s'est prononcé. Personne n'a voté dans ce pays pour ce renversement de la hiérarchie des normes, c'est comme ça que ça s'appelle. Les gens, s'ils étaient si sûrs de leur affaire, si c'était si urgent et si important, eh bien, il y avait encore plus bref que de faire des ordonnances. Parce que, contrairement à ce que croit le petit monsieur, ça ne va pas se régler en 8 jours. Il lui suffisait de faire un référendum. On aurait dit aux Français, êtes-vous d'accord pour inverser la hiérarchie des normes, oui ou non, avec le texte? Comme il a pensé que vous diriez non, il a évité de vous poser la question. Ça s'appelle le dialogue social dans leur tête. Je ne pose de questions que si je suis sûr de la réponse favorable pour moi. Alors, si vous voulez comprendre à quel point c'est une agression, dans vos entreprises, dorénavant, il y aura une loi par entreprise. Eux, ils disent c'est le dialogue. Ce n'est pas vrai. Peut-être que dans les très grandes entreprises où il y a des syndicats puissants, il y a un rapport de force. Mais dans l'essentiel des entreprises, on a les plus grandes difficultés à organiser la moindre section syndicale, le moindre dialogue respectueux, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, parce que ceci, parce que cela. Cela veut dire qu'à la fin, ça se terminera comme vous le savez. Si t'es pas content, tu peux t'en aller, il y en a 10 qui veulent prendre ta place. Eh bien, c'est contre cette sauvagerie-là que nous plaidons. Et nous le disons en ne montrant du doigt personne. Car vous le savez comme moi, si dans une entreprise, il se négociait une baisse de salaire et une augmentation du temps de travail non rémunéré, ce qui revient au même, eh bien, celle d'à côté, quel que soit l'état d'esprit du chef d'entreprise, celle d'à côté est obligée d'en faire autant. Car le dumping social, c'est cette dynamique qui fait que c'est le moins-disant qui finit par imposer sa vision à tous les autres, quand bien même ils n'en veulent pas. Voilà pourquoi le petit patronat doit savoir qu'il a plus d'intérêt de notre côté
qui assureront la stabilité, la stabilité législative, la visibilité économique, plutôt que du côté de cette bande de gens foutres qui vont organiser une pagaille gigantesque dans ce pays. Oui, je dis une pagaille. C'est le désordre libéral. Mais l'essence de cette affaire, c'est toujours la même. C'est la façon avec laquelle la richesse produite va être partagée. Le sens de cette affaire, vous l'avez dans des décisions que vous voyez moins, mais qui vont avoir lieu. Il va supprimer dans l'impôt sur la fortune, il va supprimer toute la part de la fortune que vous avez, vous autres les gens, toute la part de votre fortune qui est en action. Vous avez compris? C'est un encouragement extraordinaire à la finance. Tout ce qui est en action ne comptera plus dans la fortune et le patrimoine sur lequel s'exercera l'impôt. Vous vous rendez compte de l'incroyable cadeau qui est fait? Il y en a pour 2 milliards pendant qu'on vous fait les poches pour les 5 € d'APL. Il y en a pour 2 milliards. Et c'est pas tout, c'est compliqué ces choses-là. Je me les ai fait expliquer hier par un de nos éminents économistes, Lim Van Hock, qui m'a bien expliqué tout ça avec son crayon et son papier. Figurez-vous qu'avant, quand vous touchiez les sous de vos actions, les gens, eh bien, ça s'ajoutait à vos revenus, ce qui est normal, non? C'est dans vos revenus, ça compte dans les revenus, tac, l'impôt passe. Et dans la tranche supérieure, vous avez payé pour telle tranche temporaire, marginale, c'était 45% qu'on paye. Quand on est au-delà de 152 000 €, au-delà de ces 152 000, pam, 45%. Eh bien, Macron leur a dit, vous allez voir, les gens ne vont rien comprendre, ils ne sont pas au courant. Si je leur dis, je suppose l'impôt sur la fortune, tout le monde va hurler. Mais si je dis rien, je dis, je le maintiens, mais tchouf, j'en prends un bout par là, tchouf, j'en prends un bout par là. Il a dit, eh bien maintenant, hop, les sous que vous aurez de vos actions, il y a un prélèvement, ça s'appelle libératoire, je ne sais pas de quoi ils pensent qu'ils sont libérés, ils payent que 30%. Ils se sont donc fait faire un cadeau de 15% de baisse d'impôt sur leurs revenus, sur leurs actions. Il y en a pour 4 milliards. Ainsi, nous pouvons dire de Macron et de son gouvernement qu'il est le gouvernement des riches, pour la fortune, parce que ces gens, il faut bien qu'ils nous expliquent avec des grands mots que leur rapacité et leur cupidité, leur névrose de l'accumulation auraient en quelque sorte une valeur sociale. Ils expliquent, c'est la théorie du ruissellement. C'est-à-dire que si la table est très bien servie au banquet des dieux, il finit par tomber des miettes de plus en plus grosses à mesure que les dieux ont la bouche trop pleine sur les misérables. Mais non seulement nous n'avons pas l'intention de manger les restes des autres, mais en plus, cette théorie n'a aucune réalité. Il n'y a jamais rien qui ruisselle de la table des puissants vers celle des misérables. C'est tout le contraire. Plus ils accumulent d'argent, plus ils mettent toute l'économie en danger. Et vous savez qu'en ce moment est en train de s'accumuler une bulle financière à l'échelle internationale dont vous allez bientôt entendre parler, le plus tard, je l'espère, car je sais de quel malheur nous avons déjà payé l'explosion de la précédente en 2008, en endettant tous les pays de la Terre pour rembourser aux banques le prix de leur folie et garantir aux puissants les revenus qu'ils y avaient accumulés. Regardez ce que tout ça donne. Une seule et unique chose, la misère, la désorganisation, la pagaille. J'ai en face de moi Zoé, notre camarade, l'ancienne présidente du Parlement grec, qui pourra vous dire qu'il n'y a pas de limite à l'exploitation, sinon la résistance à l'exploitation. Pauvre peuple grec, nous souffrons avec toi. Et regardez les gens, cette affaire d'APL, vous la connaissez tous, 5 €, ils osent dire ce n'est rien. Bon, on a montré que c'était pas si rien que ça. Et puis, ils ont supprimé, mais ça veut dire qu'il y a des gens, à 5 €, qu'est-ce que tu veux, quand tu es comme ça, 5 €, c'est la goutte qui fait déborder le vase, comme on dit. C'est peut-être celle-là qui va vous précipiter dans autre chose. Par exemple, vous allez arrêter de payer votre loyer, ou bien de payer votre électricité.
et alors avant la trêve, on vous jette dehors, et le nombre aujourd'hui de gens qu'on jette dehors est considérable, et souvent ce sont de pauvres personnes âgées, la seule chose qu'elles ont c'est leur petit chez-soi, où elles cachent dans la dignité, la difficulté qu'elles ont à vivre, et des fois la misère, et même ça on leur prend, et on leur coupe l'électricité, et on met l'eau goutte à goutte, et toute cette sauvagerie contre les pauvres gens, alors que le pays est si riche qu'il n'a jamais été aussi riche de son histoire. C'est une honte. Et le moment venu, avec nous, tout cela cessera définitivement. Alors, et ces emplois aidés, vous avez vu, c'était ce qui permettait juste de tenir la tête hors de l'eau dans des tas d'écoles, dans des tas d'associations. Eh bien, ils les ont supprimés. Je m'adresse aux titulaires, pardon, à ceux qui exercent ces emplois aidés. Ne vous laissez pas humilier, ne vous laissez pas chasser. Le 23 septembre, venez en masse avec nous sous vos bannières et vos banderoles pour montrer que ce que nous demandons, c'est la titularisation immédiate. Car ce dont la société a besoin aujourd'hui, c'est de sécurité sociale. Les gens ont besoin de ne plus avoir peur du lendemain. Les gens ont besoin, pour donner dans toute leur énergie, dans la qualité de leur travail, de sécurité, de stabilité, dans la rémunération, dans les conditions de travail. Et tout ça est désorganisé, y compris parce qu'on va supprimer les représentations du personnel, et notamment celles qui concernent l'hygiène et la sécurité, alors même que dans ce pays, il y a 565 personnes qui meurent chaque année sur leur poste de travail, et qu'il y en a 12 000 qui meurent du fait des conséquences des maladies professionnelles. Tout ça, 1200, tout ça est immense. Oui, c'est le désordre. Le libéralisme, c'est la pagaille, c'est la guerre de tous, c'est la destruction de tout ce qui marchait, les trains qui n'arrivent plus à l'heure, les hôpitaux débordés, les urgences qui ne fonctionnent pas, le personnel sanitaire et social, nos infirmiers, nos médecins. On attend qu'ils soient en burn-out pour qu'on arrive à comprendre qu'il faut faire quelque chose. C'est partout comme ça. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas faire autrement. Les solutions, nous les avons 1000 fois décrites. Si nous prenons en main la transition écologique, si nous prenons en main la réponse à la demande sociale, il y aura des millions d'emplois de créer. On peut faire autrement. Et tous ces vaniteux et prétentieux qui prétendent nous donner des leçons d'économie, alors que ça fait 30 ans qu'ils appliquent leurs recettes qui ne mènent nulle part, sinon à la catastrophe pour tout le monde. Il ferait bien de regarder, quand ils nous montrent du doigt, ce qui se passe. Au Portugal, du fait d'une coalition, avec les nôtres, une politique est appliquée. Et le résultat, c'est que comme on répond à la demande sociale, comme on augmente les salaires, comme on diminue le temps de travail, alors les comptes publics reviennent à l'équilibre. Les comptes publics sont déséquilibrés parce que ceux qui doivent y contribuer ne le font pas, tandis que la masse le fait. Et quand ils regardent vers leurs amis de droite espagnols qui dirigent l'Espagne, ils disent « Regardez, ça va mieux ». Eh bien, vous fiez bien regarder les comptes de près. Pourquoi est-ce que ça va mieux? D'abord, pour qui ça va mieux? Des millions de gens continuent à pâtir du chômage, de l'expulsion. Mais comment les petits points de progrès de la richesse du pays augmentent-ils, je vous prie? Hein? À cause de quoi? Des capitalistes qui décident d'investir dans la production, de mettre au service des gens des services nouveaux et plus performants? Rien du tout. Exactement comme dans ce pays, quand on dit il faut sauver le chantier naval. Tu parles s'il est menacé, c'est le meilleur du monde. Il a STX 10 ans de commande dessus. Eh bien, vous n'avez pas un seul de ces parasites qui met la main à la poche pour dire « Ah, mais c'est une bonne affaire, je place mon capital là ». Il était où, M. Gattaz, pendant ce temps-là, en train de choisir son château? Avec la somme, il aurait pu contribuer à la formation d'un autre capital. Le capital n'est bon à rien, qu'à profiter. Seuls nous tous, avec notre intelligence collective, nous sommes capables de changer la donne. Et toutes les preuves existent. C'est pourquoi je suis, comme vous, si choqué des propos inouïs qu'on a entendus tenir par le président de la République à l'occasion d'une de ses tribulations en Europe, où il va d'un pays à l'autre, débiter toutes sortes de sornettes. Et évidemment, je pense que le 23 septembre, ce sera aussi une attitude de dignité nationale que nous allons lui infliger. Comment aller
en Roumanie pour faire la leçon au peuple français. Nous aimons bien les Roumains. Mais pourquoi aller là-bas? Je pense que la réponse est que s'il le faisait ici, il prendrait des pierres. Donc il s'est dit, comme je suis loin, personne ne verra rien. Si. Mais c'est incroyable. Je le dis avec tout le sens de la responsabilité qui est la nôtre. Non, un président de la République française n'engueule pas le peuple français, qui est son patron, en quelque sorte, en allant dire qu'il ne veut pas des réformes et que ceci et que cela n'est pas réformable. Et ça fait 30 ans qu'il réforme le droit social, c'est-à-dire qu'il diminue les droits des travailleurs et des salariés. Il y a eu 160 réformes du Code du travail. Ce que les gens n'aiment pas, Monsieur le Président, ce n'est pas les réformes, c'est vos réformes. Parce que ce qu'il va aimer, c'est nos réformes. Si vous proposez de réduire l'écart des salaires de 1 à 20, si vous décidez de titulariser tous ceux qui ne le sont pas dans les fonctions publiques, les 3 fonctions publiques, c'est-à-dire 800 000 personnes, vous verrez que les gens adoreront ce genre de réforme. Si on diminue le temps de travail, les gens seront d'accord. Si on fait une semaine de congés payés, ils seront d'accord. Si on leur demande leur avis pour savoir comment on doit produire et comment on va modifier les process de production et la qualité des objets produits, les gens adoreront ce genre de réforme. Les réformes que les gens n'aiment pas, c'est celles où on les prend pour des imbéciles en leur faisant la poche. Monsieur le Président, nous ne vous reconnaissons pas le droit de nous parler sur ce ton. Et nous condamnons le fait que vous ayez rompu une règle qui veut que les Français, quelles que soient leurs opinions, n'aillent pas dans une autre capitale dire du mal de leur propre pays, qui que ce soit qui le dirige. Pour ma part, je respecte toujours cette règle. Et où que je sois dans le monde, je le respecte. J'aimerais bien qu'il en fasse autant. Oh, bien sûr, je sais bien que nous n'allons pas approuver le gouvernement de la Pologne. Un ramassis de cagots et de bigots obscurantistes et réactionnaires qui n'a pas, lui non plus, apporté d'appréciation personnelle sur le président de la République française, combien même dit-il quelque chose qui ne leur convient pas. Le gouvernement de la Pologne, qui est un gouvernement de droite extrême, pour ne pas dire davantage, ferait bien de réfléchir à l'idée que si nous avons un temps voulu faire cette Europe, c'était pour qu'existe la solidarité. Et à l'heure à laquelle nous parlons, 4% de la richesse de la Pologne est liée au transfert de fonds qui viennent de l'Union européenne, c'est-à-dire notamment de nous-mêmes, Français, qui payons 5 milliards de plus que nous ne recevons pour aider au développement des autres pays. Et cela nécessite que tout le monde réfléchisse. La clé de toute construction entre les peuples, c'est l'intérêt mutuel, bien calibré, la coopération, pas la compétition et le droit du plus fort. Le statut du travailleur détaché n'est pas acceptable. Nous ne l'avons pas accepté. Et si nous avions la responsabilité de ce pays, il y aurait opt-out instantané, pas un seul poste de travail détaché en France. Macron, encore une fois, joue des mots pour vous faire croire des choses qui ne sont pas. Il prétend qu'il lutte contre ce statut, mais attendez, il était à l'Élysée quand a été négociée la nouvelle directive, qui certes fait qu'un travailleur détaché reçoit ou doit recevoir la même paye qu'un travailleur au même poste de travail dans l'entreprise. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que les cotisations sociales, elles sont toujours payées dans le pays d'origine. Si bien qu'il y a là un effet de dumping social. Un travailleur détaché coûte à celui qui l'embauche moins qu'un autre. Et encore une fois, même ceux qui ne veulent pas, et notamment dans les activités du bâtiment, où ce sont souvent de petites troupes de compagnons avec le patron, ça se passe comme ça se passe. Mais que voulez-vous? Si l'entreprise d'à côté a des travailleurs détachés et fait la même tâche pour moins cher, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre, se dit-il, ce petit patron, que de faire pareil? Tant et si bien que ce système a abouti au résultat suivant.
c'est que dorénavant, il y a des travailleurs français, des travailleuses françaises, qui sont des travailleurs détachés dans leur propre pays, dans leur propre ville, parce que l'entreprise qui, Zama, les embauche, a son siège social au Luxembourg, la patrie de tous les fraudes fiscales qui accablent l'Union européenne. Vous avez compris, les gens? Ne vous laissez pas impressionner. Macron n'est pas en train de se battre contre le statut de travailleur détaché. Il est en train de vous entourlouper. Vous savez ce qu'il leur demande aux autres? Il faut limiter la durée des contrats de travailleurs détachés. Non, non, ce n'est pas le sujet pour nous. C'est 0 poste de travailleurs détachés en France, parce que le travail détaché, c'est la ruine de la sécurité sociale. C'est la ruine de notre sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'est comme le code du travail, c'est la prunelle de nos yeux. J'y viens pour vous dire que c'est tout cela qui sera présent le 23 septembre. Oui, c'est un coup d'État social. Oui, c'est une politique qui ne sert que les riches. Oui, c'est un démantèlement des services publics. Les gens, il faut réagir. Ne vous laissez pas tondre. Nous, vous avons appelé à vous rassembler le 23 septembre. Eh bien, pourquoi? Pourquoi l'avons-nous fait? Eh bien, parce que nous sommes conscients de nos responsabilités. Le peuple français nous a placés en tête du premier tour dans des dizaines de villes du pays, dont celle-ci. Et puis, il nous a confié, dans le camp de l'insoumission en général, la première place. Et c'est donc à nous, après que pendant plus de 40 ans, c'était le PS qui menait, jusqu'au point que vous savez, eh bien, si tant de choses ont pu être gagnées dans le passé, il ne faut pas l'oublier. Nous ne sommes pas des enfants gâtés et capricieux qui rejetteraient les fruits de leur histoire. Personne ne peut oublier tout ce que le programme commun nous a apporté. Personne ne peut oublier comment nous avons eu notre 5e semaine de congés payés et tant de choses. Ça vaut la peine de gagner. Mais maintenant, c'est à nous, à vous, de marcher devant, de dire de quel côté il faut précipiter ses forces, ou bien parfois reculer, d'autres fois avancer. C'est à nous de le faire. Nous devons agir en pleine responsabilité de notre nouvelle situation. C'est-à-dire être capable de continuer à exprimer les idées et le programme alternatif à celui des libéraux. Être prêt à gouverner à tout instant s'il le fallait. Et nous y sommes prêts. S'il le fallait, demain matin, nous saurions quoi faire et avec qui faire. Il n'est pas vrai que vous êtes condamnés à subir tout ça parce qu'on ne pourrait pas faire autrement. Mais aussi, c'est à nous de prendre la responsabilité de dire ce qui se passe politiquement. Les syndicats ont la leur, ils organisent les salariés. Eh bien, c'est clair que ça ne favorise pas notre situation que les syndicats ne soient pas d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire à propos de ce code du travail. Mais nous ne sommes jamais entrés dans la discussion à propos des stratégies syndicales. Chacun d'entre vous pense ce qu'il veut. Ici, quelle que soit son étiquette syndicale, quel que soit son engagement, nous sommes le peuple, tout entier, rassemblé. Et sur la ligne, à bas le coup d'État social. Mais nous devons expliquer à tout le monde qu'il faut descendre dans la rue. Le 23 septembre, nous ne parlons pas qu'aux salariés et aux salariés organisés. Le 23 septembre, nous parlons aux retraités, nous parlons aux jeunes gens qui sont en formation. Oui, les retraités qui vont entrer dans une période de galère et de misère bien supérieure à celle qu'ils avaient auparavant, ce qui est une honte. C'est le moment de se rébeller, les gens, à vous autres qui avez fait tout ce dont nous bénéficions. Souvenez-vous que dans le passé, vous n'avez rien obtenu autrement qu'en luttant. Personne ne vous a jamais fait de cadeau, et bien ça continue. Voilà ce que nous faisons. Nous appelons le peuple tout entier. C'est notre responsabilité que de le faire. Le 23 a déferlé, dans un calendrier auquel je vous demande de réfléchir. Le 20 septembre, le gouvernement avalise en Conseil des ministres le contenu des ordonnances, qui seront sans doute présentées à la fin du mois d'août. Le 20 septembre, ce texte est avalisé par le Conseil des ministres. Puis, l'ordonnance va être promulguée, mais elle doit repasser devant le Parlement, la Chambre des députés,
dans les 6 mois qui viennent, pourra être validé. Alors il est possible que le pouvoir décide d'accélérer le calendrier et que si le 21 septembre il y a la loi, dès octobre, on nous convoque pour nous la faire voter. Alors les gens, tant que la partie est engagée, c'est notre devoir de dire qu'on ne lâchera rien, pas une seconde, pas une page du Code du travail. C'est la lutte, la lutte, la lutte, la lutte, encore la lutte. Cette situation, que je m'y retrouve dans mes feuilles, encore que bon, il passe des heures et puis après, je ne suis même pas le fil. Il faut bien sûr que je dise un mot, pas plus, de nous-mêmes. Tout cela n'est possible. L'autorité que nous avons acquise tous ensemble, quelles que soient nos étiquettes antérieures et surtout si nous n'en avions pas. Le peuple nous les a confiées et s'est impliqué dans la construction du mouvement par 7 millions de votes, en élisant 17 députés, puis en s'assemblant pour donner sa signature d'appui à 500 000, se regroupant dans 5 000 comités d'appui. Tout cela, nous ne l'avons acquis qu'à la condition de la clarté, de la cohérence. Nous ne participerons ni demain ni après-demain à quelque tambouille que ce soit, avec qui que ce soit. Et qu'on ne vienne pas me dire que ce serait je ne sais quel improbable sectarisme. C'est le contraire. Je vous demande de bien y réfléchir. On me dit, mais est-ce que vous êtes d'accord pour faire des états généraux de l'opposition de gauche? De qui vous me parlez? De qui vous me parlez? Parce que dans l'Assemblée nationale, pour voter contre la confiance au gouvernement, il y a eu le groupe La France Insoumise, il y a eu les députés communistes, et puis quoi? 3 du PS. Et pendant ce temps, 5 autres qui votaient avec le gouvernement. Et tous les autres au milieu, ils n'ont pas d'avis, paraît-il. Ils sont occupés à méditer une question philosophique qui nous laisse pantois. Est-ce qu'ils vont s'appeler le PS ou bien les socialistes? À cette altitude, nous ne jouons plus. Bon, je le prends à la blague, mais il nous en cuit. Mais je voudrais vous montrer qu'en dépit de cela, et alors même que nous cessons de dire que nous sommes toujours prêts à agir avec qui veut agir, à la condition que ce soit contre le système libéral, à la condition que ce soit contre les consignes de la Commission européenne, dont tout le reste n'est qu'une application, à condition que ce soit pour un autre monde pour lequel nous nous battons. Nous ne sommes pas seulement ceux qui veulent remplacer ce qui s'y trouve, nous ne sommes pas des remplaçants. Certes, nous sommes des opposants, mais c'est un autre monde que nous voulons faire naître, le monde dont on a besoin, celui de l'harmonie avec la nature, celui de l'égalité entre les êtres humains. Ce que je vous dis, nous l'avons mis en pratique à l'Assemblée, en dépit du fait que ces députés ne savaient pas ce qu'ils voulaient, en dépit du fait que le jour du vote sur les ordonnances, sur 32 qu'ils sont, il n'y en a que 14 qui sont venus voter contre du PS, les autres étaient à la maison ou regardaient en l'air ou leur pompe. Eh bien, en dépit de tout ça, nous avons proposé de faire un recours au Conseil constitutionnel avec tous ceux qui le voulaient. Et nous avons signé avec les députés communistes, avec les députés socialistes, parce qu'il faut être 60 pour pouvoir agir. Et que nous, pour l'action, on est toujours d'accord. Et on est prêt à faire ce qu'il faut. Ce n'est pas à nous que ça a coûté. Je vais même vous dire encore une autre chose. À un moment donné, sur cette espèce de loi moralisation ragnagna, là, eh bien, il y avait un amendement pour abolir le verrou de Bercy. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est ce privilège qu'a l'administration de Bercy de décider contre qui ils exercent en justice ou pas. Nous pensons que c'est un point central de la lutte contre la corruption, que la rigueur de la loi s'abatte implacablement sur tous ceux qui volent, trichent et pillent. Eh bien, ce jour-là, pour déposer cet amendement, écoutez bien les gens, à nous qu'on traite de sectaires, eh bien, nous avons signé un amendement commun, avec les communistes, bien évidemment,
avec le PS, mais aussi avec des centristes, mais aussi avec des La République En Marche, et même avec les Républicains qui ont signé la même chose que nous. Par conséquent, ce n'est pas l'étiquette qui pose problème, c'est ce qu'on fait. Et nous, au nom de l'étiquette, on ne nous fera pas avaler des choses dont nous nous sommes définitivement libérés. La puissance du mouvement des Insoumis, c'est la garantie que plus jamais la combine ne l'emportera sur la raison. Et c'est pourquoi il n'y aura pas de liste insoumise aux élections sénatoriales, parce que c'est une élection au deuxième degré, que nous n'avons pas d'élus insoumis en nombre suffisant, et que par conséquent, plutôt que de faire de la tambouille au nom de je ne sais quelle improbable étiquette de gauche, se retrouver avec des gens qui le lendemain s'en vont voter avec Macron, nous n'y serons pas, et nous demandons à tous ceux qui sont grands élus d'observer attentivement, non les étiquettes, mais les engagements qui sont pris en faveur de l'opposition pour la protection des communes, pour instance de base de la démocratie et de la République en France. Voilà tout ce que nous sommes. Mes amis, tout est subordonné à l'action. C'est l'action qui nous fédère et nous rassemble. Quand vous vous mettez à pousser, vous ne perdez pas de temps à demander à votre voisin de quelle religion il est et quelle étiquette avait son père, sa mère et quel est son certificat de baptême. Ce n'est pas le sujet. L'action nous fédère, elle nous rassemble. Et bienvenue à tous, sans exception, qui veulent agir avec nous. Et vous autres aussi, là, et les gros ballots, là, qui font du bruit dans les bistrots. Hein? Et après, vous allez voter FN. Ça sert à quoi, le FN? À rien. Regardez ce ramassis de poules mouillées dans son coin, qui n'a pas un mot à dire, qui vous sert à rien. C'est ça qu'il faut leur dire. Le combat, il est là. Les gens qui se battent, qui défendent le pays, qui défendent les salariés, ils sont là, et nulle part ailleurs. Les autres sont des gogos, des trompe-l'œil, des illusions, du papier mâché, des tigres en carton. Rien. Mes amis, les Insoumis vont reporter la date de leur convention nationale au mois de décembre parce que nous voulons pouvoir jeter toutes nos forces sans en distraire une seule goutte dans la bataille contre le Code du travail. À partir du 21 est proclamé l'état de mobilisation générale du peuple pour en finir avec le coup d'État social et le coup d'État démocratique. Arrêtez tout le reste, ça ne sert à rien. Battez-vous pour ça. Bon, vous avez vu l'idée que ce que nous représentons dans le temps et dans l'histoire soit effacé de la carte. Cette idée-là, dorénavant, n'a plus aucune raison d'être. Le mouvement des Insoumis est là. Il a son programme. Il ne dépend pas d'un homme. Certes, je suis le plus modéré des Insoumis. Ils ont choisi comme ça. Mais le temps long est avec nous. Et nous lui avons donné sa forme organisée. Pour ma part, militant politique, tant de temps. J'ai un sentiment d'accomplissement quand je vois autour de moi, dans le combat, la jeune génération. Et puis, je pense que nous sommes le plus ancien courant politique du monde. Nous avons commencé, à Marseille c'est moins 2600 ans, mais nous avons commencé en 494 avant notre ère. Ce jour-là, le peuple a décidé que puisque les puissants leur rabiotaient tout le temps, puisqu'ils étaient juste bons à donner des ordres pour les faire travailler, et le reste du temps, il n'y avait pas de partage, le peuple de Rome, a fait la première grève générale populaire de l'histoire. Ils se sont tous retirés sur le mont Aventa et leur ont dit « puisque vous êtes si malins, faites-vous à bouffer ». Les autres ont dit « allez, il faut être raisonnable quand même, un peu de flexibilité, soyez un peu, enfin, soyez moderne quoi. Vous ne pouvez pas vivre à côté des réalités de votre temps quand même. Bon, il y a les esclaves, il y a vous, bon voilà, c'est le monde ». Ils ont fini par craquer et depuis cette date, nous nous honorons, femmes et hommes, d'être les tribuns du peuple. Parce que c'est à ce moment-là qu'a été créée pour la première fois la fonction de tribun du peuple.
Les tribuns du peuple portaient la voix du peuple, et c'est le peuple qui avait le droit de veto sur les décisions que prenaient les sénateurs, les patriciens et les autres puissants de l'époque. D'accord, il a fallu s'y reprendre à 2 fois. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de la Rome antique, mais rappelez-vous de c'est là qu'on vient. Et puis ensuite, nous avons eu un autre moment fort de notre mobilisation. C'est la révolte des esclaves de Spartacus. Bon, on a été vaincus et crucifiés par paquets. Le banquier Crassus, qui menait la répression, il n'a pas été de ma mort. Mais vous voyez, celui-là aussi, il croyait qu'ils en étaient débarrassés. Eh bien, nous revoilà, nous sommes là, et le fil ne s'est jamais rompu, et il continue. Et Marseille s'est libérée parce que son peuple s'est mis en mouvement, et le peuple français s'est libéré, et les travailleurs et les travailleuses se sont libérés, et ils continueront à le faire, d'autant plus fermement et sûrement qu'ils peuvent s'appuyer sur une force cohérente, conséquente, qui ne fait la leçon à personne, qui ne nie l'intérêt de personne, mais qui dit d'abord priorité par-dessus tout à la fédération du peuple. Nous sommes ce vieux parti, celui de l'humanisme, né dans la Renaissance après que les obscurantismes religieux aient été repoussés pour que reviennent à la lumière du soleil les magnifiques textes de l'Antiquité qui rappellent que l'être humain est central. Mais c'est un nouvel humanisme que le nôtre, car au lieu de se proposer de dominer la nature, il propose d'être en harmonie avec elle, c'est-à-dire de faire coïncider les cycles de la prédation humaine avec les cycles de la reconstitution naturelle. C'est ce nouvel humanisme dont nous sommes le parti, qui est né en 1487 avec le texte de Pic de la Mirandole qui dit la dignité de l'homme, c'est l'être humain il fait sa propre histoire et il se fait lui-même d'après ses intentions et les lumières que la raison répand sur son être et les grâces que la culture, la musique, les arts, le dessin et l'amour des autres provoquent en lui. Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes. Et notre message à tous ceux qui ronchonnent en tournant en rond et en ne faisant rien, à ceux qui sont là réunis dans des arrière-salles fumeuses, à brasser leur grimoire et à disputer les virgules et les adjectifs, nous leur disons que la meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Allez, maintenant, au combat! Ça va, j'ai rien oublié? Il y a la toi.